Bienvenue au Polysécure épisode spécial Nordsec. Je suis avec François. Comment vas-tu? Ça va bien malgré les choses qui se passent dans le monde. Oui, c'est un peu difficile dans le contexte. Comme tu as. Dans le fond, c'est un peu le début de ta présentation. Ça fait 4 ans que tu présentes ton Nordsec. Tu es parti sur le CI/CD Pipeline Supply Chain au début. Ouais. Tu as avancé avec ça. D'ailleurs, puis on se parle depuis beaucoup avec ces choses-là depuis que tu as commencé. Là, tu arrives cette année, tu fais le constat que clairement, le monde qui sont ici n'écoute pas, ou en tout cas ne prennent pas action. Ouais. Et d'autres personnes écoutent ce que tu as fait essentiellement Ouais. et mènent à d'autres choses. Je sais pas ça avec ça. Oui, c'est exactement ça. C'est la 4e année que je suis à Nordsec pour parler de Supply Chain Security, chaîne d'approvisionnement logiciel. La première année, j'ai fait une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement logiciel sans se spécialiser sur les build pipelines, CI/CD, tout ça. Dès l'année suivante, c'est là où on a introduit Poutine. Donc, ça fait 2 ans, en avril 2024, où on est venu ici avec mon collègue à l'époque, Benoît. On a présenté Poutine, qui est un outil d'analyse statique qui est dédié aux défenseurs pour les équipes de sécurité applicative et autres. C'était notre idée. On voulait faire ça, dire voici un nouvel outil qui va vous aider à automatiquement ou du moins faciliter la détection des vulnérabilités là-dedans parce qu'on sait qu'il y en a. Notre message était voici un outil, c'est facile, roulez ça. Vous pouvez le rouler même dans votre CI/CD pour détecter les vulnérabilités dans les autres pipelines de votre CI/CD. C'était une optique initiale. C'était la simplicité, l'efficacité, puis que ce soit un outil que n'importe quel développeur n'a pas d'excuse de le rouler parce que ça prend littéralement une fraction de seconde puis ça donne des résultats très clairs. L'année suivante, qui est l'an dernier, on est venu ici en disant OK, ça fait 1 an qu'on a sorti Poutine. Entre-temps, nous, on a pris le Poutine open source que vous pouvez prendre. Et on a créé à l'interne des règles par-dessus cet outil open source-là qui sont plus efficaces et qui vont éliminer les faux positifs le plus possible parce que dès qu'on s'est mis à scanner l'Internet, à scanner tout ce qui se passe sur GitHub, tous les projets open source, des millions de projets open source, il y avait énormément de faux positifs. Donc, on a dû améliorer ces règles-là. Et on a fait beaucoup de bug bounty, beaucoup de responsible disclosure avec ça. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a appris que les attaquants, dès la fin de 2024, commençaient à porter attention à ce qu'on écrivait. Et clairement, ce qu'on a vu, on a trouvé à la fin de 2024 sur Breach Forums, qui est un forum de cybercriminels qui n'existe plus à ma connaissance, ou du moins qui a été renommé. Il y en a un autre, évidemment, mais celui-là, Breach Forum, n'existe plus tel qu'il était. Et on a trouvé, grâce à Flare, en fait, Flare indexe ces forums-là, et j'ai mis le mot-clé Poutine, juste comme ça. Et assez rapidement, j'ai remonté le fil du temps et j'ai vu que la première fois où il y avait la mention du mot Poutine sur Breach Forums, c'était à côté du mot Boost Security, qui est le nom de mon employeur, de la startup qu'on a. Et j'étais un petit peu choqué de voir que quelqu'un écrit ça. Puis je commence à lire. Le blog, le forum post est en anglais, mais un petit peu en anglais brisé. Donc, probablement quelqu'un qui n'est pas anglophone de langue maternelle. Mais on voit clairement qu'il parle d'exploitation de build pipeline et on voit absolument qu'il a vu mes talks, qu'il lit les articles, qu'il utilise les outils. Et tout de suite, on voit qu'il, non seulement qu'il fait ça, mais qu'il partage tout de suite des vulnérabilités qui étaient des zero day au moment où il écrit ce truc-là, qui n'étaient pas encore exploités. Donc, c'est comme s'il partage « Ah, voici un zero day ». Ça serait donc bien le fun que quelqu'un l'exploite, n'est-ce pas? Et quelques heures plus tard, l'attaque sur le projet d'une librairie de Python Machine Learning qui est très, très populaire, qui est downloadé des millions de fois par semaine, qui s'appelle Ultralytics, a été compromis quelques heures après ce post-là. Donc,
plausible deniability, est-ce que c'est celui qui a écrit le post? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a lu et qui l'a exploité? Je ne sais pas. Mais ensuite, cette personne-là, cette même entité anonyme sur le forum, revient et dit « Quelqu'un a exploité cette vulnérabilité dont je vous ai parlé il y a 24 heures. Et on dirait qu'il y a eu juste quelques bitcoins parce que c'est un genre de... pas un bitcoin miner, un miner qui roulait. Mais vu qu'il a été takedown assez rapidement, ben, il n'y a presque rien eu. Mais il revient essentiellement avec ça. Donc, moi, mon hypothèse, c'est que c'est la même personne qui a utilisé nos outils, a trouvé la vulnérabilité, l'a exploité, puis ensuite a été un petit peu fâché qu'il n'y a pas eu tant de choses que ça en échange. Puis ensuite, ce compte-là n'a jamais été réutilisé. Donc, c'est un throwaway account dans ce forum-là qui a été utilisé pendant une période de 48 heures. Voilà. Donc, ça, c'est le début des choses qu'on a vues. Et nous, ensuite, ben, on a... Ouais, ben c'est intéressant qu'il y a eu, parce que c'est pas si courant que ça, qu'un usage d'outils, disons, à la fine pointe, là, parce que Poutine, au moment où il est sorti, il était à la fine pointe de ça. Donc, on a fait face à quelqu'un qui est clairement plus attentif que la plupart des participants ici. Oui, peut-être un participant ici, puis on ne sait pas. Là. On a essayé de déclarer hier soir sur le panel, puis il n'y a personne qui s'est déclaré, mais lui, peut-être était là. Il y a des choses que je sais que je suis pas prête à partager ici, mais que s'il y a des gens de la communauté de law enforcement qui veulent en parler, je peux partager. Oui, mais bref, fait que ça l'a amené ça. Fait que là, tu as vu une utilisation dans l'espace réel et ça l'a amené une réflexion et amené à ce que tu as présenté essentiellement là, pendant le Nordic de cette année. Exactement. Donc, après avoir eu cette réalisation-là, on a vu l'accélération des choses. Ça a été le sujet des podcasts qu'on a eus dans les derniers mois ensemble. C'était que, clairement, ces gens-là ont porté attention, ont commencé à exploiter à grande échelle et non seulement exploiter ça comme un vecteur d'attaque et de Initial Access Vector, hein, et ensuite l'utiliser une fois qu'ils ont réussi à compromettre un pipeline, l'utiliser pour empoisonner, mettre un malware qui, dans certains cas, était un worm qui pouvait se propager de façon plus ou moins autonome d'un package à l'autre, empoisonner ensuite trouver des credentials du maintainer d'un autre projet, puis répéter la même chose automatiquement. Ça nous a vraiment choqué, tout ça. Même nous, on a été victimes à l'interne, full disclosure, je l'ai déjà dit publiquement. Un de nos employés a été victime de un de ces trucs-là. Puis ça a été un peu un wake-up call pour nous, de dire OK, il faut vraiment qu'on aille en mode plus proactive defense, puis tout ça. Mais heureusement, il n'y a rien eu. L'incident a été circonscrit, il n'y a pas eu de dommages, quoi que ce soit. Là. Mais on a quand même fait une réponse aux incidents à l'interne, et puis ça nous a quand même réveillé l'entreprise. Mais par la suite, ce qu'on a vu, c'est que ça continuait de s'accélérer les worms de plus en plus. Et à la fin de 2024, avant Noël, j'ai fait des webinars dans certaines entreprises montréalaises qui sont plus dans le domaine de la FinTech, qui m'ont permis d'avoir un petit peu de prendre un peu de recul, parce qu'ils m'ont invité à leur parler de ce sujet-là devant l'entreprise au complet. Il y avait CEO, CTO, CISO, tout ça. Exactement ce sujet-là. Et je me suis dit, OK, pour une entreprise de FinTech, qu'est-ce que ça veut dire? Et après avoir fait ce pitch-là, ce webinar, je me suis dit, les attaquants sont vraiment trop en avance par rapport aux défenseurs. Et je dois armer les défenseurs avec la même arme que les attaquants ont déjà et utilisent presque à chaque jour. Malheureusement, c'est une réalisation qui m'a choqué personnellement moi-même d'avoir en arrivé à cette réflexion parce que fondamentalement, moi, je suis quelqu'un de sécurité applicative, Blue Team, etc., un builder dans l'âme, quelqu'un qui est un ingénieur qui a toujours aimé construire des choses pour le bien. Mais d'en arriver à dire, OK, je vais construire un outil de Red Team, j'aurais pas nécessairement pensé que j'en arriverais là.
Et je me suis passé la réflexion, je dis, en 2003, quand H.D. Moore s'est assis, il avait, je sais pas quel âge, 20 ans, puis il a créé Metasploit, je me suis dit, ben, c'est un petit peu comme ça. C'est comme un autre champ, un autre type de vulnérabilité que je veux rendre plus facile parce que les gens ne comprennent pas. Dans ce temps-là, il parlait, les gens comme H.D. Moore, de vulnérabilité classique là, du début des années 2000. Puis jusqu'à temps que cet outil-là, qui est devenu essentiellement un super script kiddie, les gens se sont dit OK, ça peut être aussi facile que ça d'exploiter une box Windows pivotée. Je pense que c'était vraiment la plus belle chose de Metasploit, c'est le pivoting, puis le Meterpreter, etc. Puis c'est exactement tous ces concepts-là que j'ai voulu apporter nativement à ce nouveau type de vulnérabilité et de nouveaux types d'environnement qui a des particularités assez intéressantes dans les build pipelines. Ben, c'est intéressant à deux choses. Un, que ton constat était comme ceux de HD Moore à l'époque, c'était si on ne met pas un outil de l'avant, les personnes vont prendre ça au sérieux. Puis c'est un peu le constat que tu as fait en remarquant que les méchants avaient déjà commencé à utiliser ça. Puis en même temps, c'est un peu étonnant parce qu'en général, ils sont très en retard, les attaquants, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Mais dans ce cas-ci, c'est un cas qui est plus, en tout cas, des temps modernes est un peu plus hors norme, mais quand même intéressant. Puis comme tu dis, choquant parce que là, on se retrouve dans une situation où il faut bouger beaucoup plus vite et donc de brasser les autres en faisant un outil qui facilite et qui fait allumer les lumières des gens qui normalement seraient indifférents. Alors, il y a juste un expert qui peut faire ça, mais maintenant, c'est pas juste un expert, maintenant, c'est tout le monde qui peut faire ça. Oui, tout à fait. Je pense que la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que la chaîne d'approvisionnement logiciel a un effet de levier, un effet multiplicateur que les gens réalisent souvent pas. C'est que on développe toutes sortes de choses. On a une, deux, trois dépendances dans notre application codée en JavaScript avec NPM. Puis ensuite, on ne réalise pas tant que ça que même si on a juste React puis deux, trois autres packages, en dessous, il y a des centaines, voire des milliers de dépendances transitives qui, elles, sont toutes des micro-nano-projets sur NPM développés par des gens qui, des fois, ont pris leur retraite, sont morts littéralement, qui sont burnt out, qui ne maintiennent plus ces projets-là. Donc, même s'il y a des vulnérabilités qui sont rapportées sur ces projets-là, personne pour les patcher. Donc, on se retrouve avec plein de vulnérabilités, soit qui sont connues par des gens et qui ont été rapportées, mais qui ne sont pas rapportées publiquement. Donc, des genres de shadow vuln, qui a peut-être un CVE, mais qui n'a jamais été mis public. Ou qui ont été mis comme full disclosure, puis qu'il n'y a personne qui va les patcher. Voilà, donc on a vraiment cette chose-là dans la chaîne d'approvisionnement logiciel qui est assez problématique. Donc la complexité qu'on prend pour sauver du temps en disant on va utiliser cette librairie-là, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Mais ce qu'on ne pense pas, c'est souvent la maturité de ces projets open source-là. Est-ce qu'ils sont bien maintenus? Et tout ça qu'on comprend comme dette sans. Ouais, puis c'est un peu pour reprendre ton coup de gueule sur le panel d'hier, c'était genre pourquoi on a une volonté ou pourquoi il y a tant de gens qui réinventent la roue constamment parce que c'est un peu ça le problème. Fait que la multiplication de ces codes-là par des gens qui sont plus ou moins matures dans le développement vient juste multiplier le problème de façon énorme et justement le mainteneur peut disparaître pour peu importe la raison. C'est peut-être juste un one-shot, peut-être justement il ne fait plus ça, peut-être justement il est décédé parce que live. Donc on se retrouve dans une situation où on a un paquet de problèmes qui sont inhérents à ça et donc une surface d'attaque tellement grande, mais que la plupart des gens, justement, comme tu le mentionnes très bien, n'ont aucune compréhension. Puis c'est un peu troublant, mais en même temps, c'est l'état dans lequel on est. Autant fin 90, début 2000, on était avec des buffer overflow, on était dans un autre univers de choses, puis il a fallu cette espèce de wake-up call à cette époque-là aussi pour ramener ça ailleurs. Là. Ça fait.
La grosse différence, c'est que dans ce temps-là, on avait beaucoup plus de logiciels propriétaires, des blob, binary blob, Windows, puis autres, hein? Des WinZip, puis des WinRAR, puis des différents des shareware qu'on n'avait pas le code source, qu'on downloadait, qu'on se partageait sur une disquette, des CD, tout ça. En tout cas, nous, on a cet âge-là, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, après, beaucoup plus de open source. Hein? Donc, ça, c'était dans les années qui ont suivi. Maintenant, c'est rendu la norme. Jeter la première pierre à celui qui n'utilise pas d'open source. Mais je veux dire, c'est tout le monde utilise open source. Et non seulement il y a cet aspect-là qu'on vient de dire, les CVE, les vulnérabilités dans le code source, mais l'angle ici que je mets de l'avant, c'est les build pipelines qui permettent de rouler les tests automatiquement et de packager et de déployer, de publier sur NPM, PyPy, Docker Hub et autres. Et Terraform Module, Terraform Provider, je peux en nommer des tonnes de registry RubyGem. La plupart du temps, les projets open source vont utiliser des build pipelines comme GitHub Actions parce que c'est gratuit sur GitHub. Tu peux rouler ça sans payer sur un repo public. Donc, tout le monde utilise ça. 90% des projets open source sur GitHub utilisent GitHub Actions. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que qu'est-ce que c'est GitHub Actions? C'est un service web qui attend de recevoir des événements quand quelqu'un ouvre un pull request, puis qui peut rouler automatiquement en réaction à l'ouverture d'un pull request ou autre du code arbitraire pour rouler les tests. Mais ensuite, les tests, ils viennent d'être contribués par l'attaquant potentiellement. Donc, c'est du code malicieux qui va être roulé dans le build pipeline. Et à ce moment-là, s'il y a des clés et autres dans ce build pipeline-là, il pourrait être exfiltré. Donc, GitHub a déjà pensé à ça nativement. Donc, il y a dans beaucoup de cas, le design initial de GitHub Actions a fait qu'ils avaient très bien compris ça, que c'est dangereux. Donc, dans la plupart des scénarios, ça revient à rouler, oui, du code arbitraire, mais avec zéro impact ou zéro gain pour l'attaquant. Parce qu'il va pas, il part avec un repo public qui a du code open source, puis oui, il va rouler des codes, des tests malicieux, mais il ne va pas avoir les clés de publication à PyPy. Par contre, au fil du temps, les gens ont voulu plus de puissance, plus de flexibilité, plus de nouvelles fonctionnalités, puis ils ont rajouté des nouvelles fonctionnalités à GitHub Actions en l'occurrence, qui permettent d'ouvrir ou de donner accès aux clés, aux secrets, même dans des contextes plus risqués, même ou des contextes qui peuvent être déclenchés par des gens qui ne sont pas les maintenants du projet. Et c'est exactement l'angle de recherche qu'on a eu de trouver toute cette surface d'attaque-là, puis d'automatiser la détection de vulnérabilités, puis maintenant l'exploitation de ces vulnérabilités qu'on avait à SmokeMeat. Je sais pas, est-ce qu'on a même parlé de Je SmokeMeat? suis pas sûr qu'on l'a nommé, là. Mais on parle. SmokeMeat. Ouais. SmokeMeat, c'est l'aboutissement justement de l'automatisation. Puis tu as volé les choses, c'est le Metasploit pour les CI/CD essentiellement. Exact. C'est de mettre dans les mains, puis on le dit depuis tantôt, de mettre dans les mains des gens un outil qui leur permet de facilement voir les conséquences de ce qui peut se passer au lieu d'avoir à travailler avec Poutine, puis travailler un peu plus fort, puis devoir forcer un peu. Là, tu l'as immédiatement dans ta face, le résultat et donc la capacité, le danger dans lequel tu t'exposes quand tu fais mal la configuration de tes pipelines. Là. Exactement. Donc SmokeMeat, on prend Poutine. Donc, Poutine, c'est un outil d'analyse statique qui roule juste comme un outil en ligne de commande, CLI, qui donne une liste de résultats, une liste de vulnérabilités. Bon, classique comme n'importe quel outil d'analyse statique, il va y avoir plein de faux positifs. Donc, on prend ça, on l'utilise comme une librairie. Et dans ce nouveau outil-là qui s'appelle SmokeMeat, qui non seulement combine l'aspect d'analyse statique automatiquement, qui va afficher ces vulnérabilités-là, certaines, mais pas toutes ces vulnérabilités-là peuvent être exploitables. OK? Et SmokeMeat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va filtrer puis choisir les vulnérabilités qui sont les plus fiables d'être exploitées et celles qui vont avoir le plus grand impact et le plus grand blast radius si elles sont effectivement exploitées.
Puis souvent, on peut détecter ça de façon statique parce qu'on peut regarder le pipeline puis voir les secrets qui sont exposés, qui sont utilisés par le pipeline. Par exemple, si on prend un pipeline qui permet de déployer dans PyPy ou dans Docker Hub, généralement, on va pouvoir voir une référence à des secrets qui vont être chargés en mémoire parce qu'il y a comme une vault, une voûte à secrets qui est automatiquement fournie par GitHub Actions. Les secrets vont être chargés en mémoire. Et donc, on peut détecter, on peut prédire le blast radius à l'avance. Donc, SmokeMeat permet de faire ça, d'exploiter automatiquement, donc générer le payload d'attaque. Donc, ce qui est assez fascinant avec ça, c'est que non seulement si on prend un Metasploit, généralement, on va exploiter des vulnérabilités connues, des CVE de Windows et autres, que quelqu'un a fait un plugin Metasploit. Je ne sais pas si c'est le terme plugin qu'on utilise, mais bon, des modules ou quoi. Et ils vont prendre une bonne vieille vulnérabilité Active Directory ou autre, puis faire un module. Mais ici, on parle de Zero Day. On parle de Zero Day dans une infrastructure publique accessible à tous, que n'importe qui peut découvrir juste en scannant les repos publics sur GitHub. Et avec ce qu'on a dit, hein, les millions de nano-projets sur NPM et autres, la surface d'attaque, elle est énorme. Puis les attaquants font la même chose que nous. Nous, on a des clients corporatifs avec une très grande surface d'attaque dans le domaine open source qui nous demandent de scanner justement leur surface d'attaque et de les aider à détecter puis remédier le plus rapidement possible ces choses-là. Mais des outils comme ça permettent de faciliter l'exploitation. Hein. Oui, c'est ça. Puis là, c'est toujours dans l'objectif. Puis la démonstration, là, on ne pourra pas vraiment le faire parce qu'on n'a pas le visuel, mais c'est la capacité justement de pivoter et de faire de cheminer dans des choses, donc de réussir à aller très, très loin, un peu ce que Metasploit faisait aussi, d'aider sans avoir à changer de terminal, sans aller plus loin, vraiment d'être resté à la même place et d'arriver jusqu'au bout de l'exploitation d'un seul coup. Ça prend plusieurs minutes, mais quand même, ça se fait relativement bien et ça, c'est mécaniquement, tout est descendu. Puis toute cette logique-là, dans le fond, c'est vous autres qui l'avez intégré. Là. C'est ça. Donc, l'outil fait exactement la même manière que Metasploit va trouver les vulnérabilités, proposer lesquelles peuvent être exploitées. Une fois qu'on en a exploité une, il va rouler exactement l'équivalent du bon vieux Meterpreter de Metasploit. Donc, une fois qu'on a atteint une exécution de code arbitraire du côté remote, on va rouler ce que j'appelle le brisket. Ça pourrait être dans la thématique de SmokeMeat. Je vais parler un petit peu. Je me suis amusé un petit peu avec la terminologie. C'est non seulement SmokeMeat, mais le Terminal UI ou le Red Team Operator qui roule sur son laptop, ça s'appelle le counter. Donc, comme si on va commander un SmokeMeat. Puis, ça s'en va à la cuisine, kitchen, qui est le C2. Donc, le Docker container avec le C2, qui est le team server, où il pourrait y avoir plusieurs personnes qui se connectent dessus. Et ensuite, l'implant, qui va rouler le malware. Ça s'appelle le brisket, qui va rouler dans le smoker, qui est la victime, le runner remote où le workflow roule. Donc, une fois que le brisket roule, sa première job, c'est de se réveiller, de domper la mémoire qui est dans l'environnement autour, d'explorer tout ce qu'il y a, puis de rapporter ça à la maison, au C2, immédiatement, puis continuer. Donc, généralement, ça prend une fraction de seconde, comme 500 millisecondes, ça va exécuter, domper la mémoire, ramener tout, et le workflow continue. Donc, s'il roule les tests, par exemple, il va juste ralentir les tests par une fraction de seconde, et ça continue comme si de rien n'était. Il y a une autre fonctionnalité qui est built-in dans SmokeMeat qui permet de dire non, à la place de domper et de revenir immédiatement, on va attendre. On va jammer, geler l'exécution et attendre qu'on reçoive des commandes de l'attaquant à travers le tunnel qu'on vient d'établir. Donc ça permet d'explorer un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a autour
sans simplement domper la mémoire. Parce que généralement, comme je l'ai dit, c'est que si on part d'un repo public, qu'est-ce qu'on a de plus à voler que le code source qu'on a déjà? Pas grand-chose. Par contre, s'il y a des secrets, ben, c'est exactement ce qu'on veut voler. Donc, une fois qu'on a les secrets, on veut les utiliser probablement pour pivoter. Donc, c'est exactement ce qu'on va vouloir faire. Donc, on ramène immédiatement les secrets et tout de suite, la première action qu'on va vouloir faire, c'est les trier, les catégoriser et ceux qui sont les plus susceptibles d'être utilisés pour pivoter vont être mis de l'avant. On va appuyer sur P pour pivot. Et si ça permet de découvrir, d'avoir un nouveau point de vue, une nouvelle visibilité sur d'autres choses, peut-être des repos privés à ce moment-là, là, on vient de gagner un avantage et automatiquement, on va rescanner les repos qu'on vient de découvrir et tout ça s'en va dans un graph, un petit peu comme Bloodhound. Là, on va mettre ça dans une base de données en graph et on va pouvoir même voir avec un graphe visuel qu'est-ce qu'on a de nouveau, notre visibilité en termes de kill chain. Puis là, on va peut-être choisir d'aller plus loin dans l'infrastructure. En fait, on est parti d'un repo public. On vient exploiter une vulnérabilité dans un repo public qui nous a permis d'avoir un token qui, lui, a des accès à des repos privés. Une fois qu'on a ça, on va peut-être découvrir, déjà, là, on a du code source privé. Donc, déjà, on pourrait peut-être l'exfiltrer, le revendre ou autre, mais on pourrait pivoter pour exploiter d'autres vulnérabilités ou juste simplement faire un pivot latéral dans une infrastructure si on vient de tomber, par exemple, dans un environnement cloud ou autre. C'est intéressant, une fois que tu es tombé sur des repos privés, là, il y a beaucoup d'éléments scrunchy nécessairement là-dedans, parce que déjà là, tu as la chance, comme tu l'as bien mentionné, d'avoir des secrets supplémentaires qu'on peut aller chercher là. Il y a du trade secret qui est là-dedans, il y a probablement plein de choses. Et de l'or, c'est une nouvelle planche de démarrage vers d'autres choses, parce que de partir de ces éléments-là, Poutine va rerouler une deuxième fois pour retrouver, voir s'il n'y a pas d'autres vulnérabilités qui ont été là-dedans. Puis, de mon expérience, tu confirmeras, plus on est dans des repos privés, plus les gens sont négligents en termes de manœuvres. Donc, il est beaucoup plus probable, du moment qu'on trouve un privé, que ça va être moelleux ce qu'on va y trouver et très, très agréable, si on veut, en quelque sorte. Là. Non, absolument. Mon expérience confirme exactement cette hypothèse. L'hypothèse est que si on est une entreprise puis qu'on met des projets open source, c'est notre vitrine, c'est ce que les gens voient de l'extérieur. Donc, on veut avoir une belle carte d'affaires, on veut montrer quelque chose qui est bien développé, qui est bien conçu, qui est propre, bien documenté. Mais quand on arrive dans des choses privées, bon, soit ça peut être très bien développé, mais il y a peut-être des projets qui sont des preuves de concept, des choses qui ne sont pas en production, qu'on expérimente. Et souvent, c'est comme bon, c'est pas très utile. On va faire ça. Je vais mettre une clé temporaire ici. Je vais la révoquer la semaine prochaine. Ça arrive tout le temps. Hein? Donc, voilà. Donc, puis aussi, on va certainement peut-être, justement, s'il y a des secrets qui sont mis, ça arrive, là, on entend parler d'utiliser des outils pour détecter que des secrets n'ont pas été poussés dans des repos Git, par exemple, n'est-ce pas? Mais si c'est un repo public, on va probablement vouloir le révoquer et l'enlever de l'historique Git beaucoup plus rapidement que si c'est dans un repo privé parce que on va dire c'est peut-être pas aussi urgent. Donc, absolument. Puis une fois qu'on est rendu là tu as capté beaucoup d'informations, tu pivotes, puis là, c'est là que tu mentionnais qu'à partir de ce pivot-là, tu es capable d'aller très, très loin en général, en tout cas de ton expérience dans des infrastructures ou dans du cloud, du client. Parce que souvent, en général, quand on est rendu là, ces projets-là servent souvent à des produits ou des services qui sont offerts par le propriétaire du repo parce qu'il y a comme une prémisse le voulant qu'on ne met pas des dépôts privés parce que pour le plaisir, il y a un objectif généralement d'arriver à un résultat et donc de ce résultat, on est capable d'aller beaucoup plus loin à travers ce que Smokemid permet de montrer. Absolument. Donc, si on a réussi à pivoter dans un repo privé, tout dépend des accès qu'on a eus pour découvrir ce repo privé-là. Si, admettons, on a juste une visibilité en lecture seule, bon, déjà, peut-être qu'on on a de la propriété intellectuelle qui est confidentielle. Ça a déjà potentiellement une valeur. Mais ensuite, si nos accès permettent d'écrire du nouveau code dans ça,
dépendamment, comme si du point de vue d'un développeur qui peut contribuer puis avoir ses collègues qui vont réviser ce code-là avant qu'il aille en production en fonction des niveaux d'accès. Si cette personne-là qui a mis ce token-là dans l'automatisation était comme un administrateur, là, peut-être qu'on peut bypass puis ensuite le déployer en prod directement. Hein? Donc, on pourrait empoisonner le code qui lui-même va aller se mettre dans le service, le microservice de cette entreprise-là ou autre. Mais donc ensuite, on peut pivoter dans l'infra de différentes façons. Donc, si souvent, quand on utilise le terme CI/CD, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Continuous Integration, Continuous Delivery. Hein? Donc, intégration continue puis déploiement continu. Mais la partie de déploiement continu veut dire qu'il y a des jetons, des credentials qui permettent de déployer dans un infra. Donc, souvent, soit ça va être indirect, ça va être, admettons, de publier un Docker container dans un registry qui lui-même va être automatiquement pris dans un cluster Kubernetes, ou parfois, ça peut être que le déploiement continu va justement aller le configurer. Donc, ça dépend des cas, mais ça peut être ça. Mais si on a ces accès-là, donc on a une visibilité sur l'environnement cloud d'une façon directe ou indirecte. Oui, puis c'est pas. Puis là, on va ramener avec un exemple réel. On a déjà un peu parlé dans le passé, là, dans les dernières semaines et les derniers mois. Un exemple de ce type de pivot-là, c'est comme ce que Team PCP a un peu exécuté. Ce qu'on a vu publiquement a été revient exactement à ce que tu mentionnes. Eux, on n'avait pas. Heureusement encore, à cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement d'outils automatisés à leur disposition, en tout cas du moins de cette nature-là, mais ont développé eux-mêmes des outils qui leur permettaient d'arriver là. Mais c'est vraiment le meilleur exemple public de ce que tu parles, là. Absolument. Donc, si on revient, on va inviter les gens à écouter les podcasts qu'on a fait dans les derniers mois. Là, et ils vont voir que Team PCP a non seulement utilisé exactement ces techniques-là, Team PCP ont un outil extrêmement similaire à SmokeMeat. Ont exploité, premièrement, ont identifié certains outils, certains projets open source ultra populaires que tout le monde dépend, en l'occurrence Trivy, par exemple. Et une fois qu'ils ont exploité ça, avec une vulnérabilité que nous-mêmes, on avait également détectée plusieurs mois à l'avance, qui n'avait pas été corrigée par Aqua, en l'occurrence. Donc, ils ont exploité. Ils ont mis du malware dans Trivy. Les gens qui consommaient automatiquement les versions les plus récentes, là, immédiatement, qui consommaient le latest, la version qui venait tout juste d'être publiée, ont immédiatement roulé le malware dans un autre contexte, admettons un build pipeline, un autre CI/CD environment qui lui-même permettait d'utiliser Trivy pour scanner. Donc là, on se retrouvait un peu avec une forme de worm, si on peut dire, où on part d'un point, on commence à découvrir dans un autre contexte, puis eux, ils exfiltraient un maximum de secrets qu'ils venaient de découvrir dans ce nouveau contexte-là, qui s'adonnait à être, par exemple, une autre entreprise. Et avec les credentials, les secrets de cette autre entreprise-là, qui ramassaient, ils pouvaient répéter l'opération ad nauseam, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, sans que ce soit purement un worm avec la définition officielle de ce que c'est un worm, là, qui se propage de façon automatique, il se propageait de façon assez rapide et avec un impact assez grand que il le faisait de façon semi-automatique, là, si on peut dire, la propagation. Oui, bon, c'est l'exemple. À partir de là, qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce que ça comporte aussi comme autre avantage pour les défenseurs? Qu'est-ce qu'on peut faire de tirer de bénéfices pour le bien des choses avec SmokeMeat? Ben, c'est vraiment un wake-up call. Pour moi, c'est vraiment de dire le fait que je dois commencer mon talk à Nordsac en disant ça fait 4 ans que je suis ici pour vous dire le même message. Est-ce que c'est normal? Puis est-ce que c'est normal que les seules personnes, on dirait, qui ont compris le message, ce sont les attaquants? Puis ensuite que
que votre boss, le CISO ou quoi, il dit comment ça se fait qu'on s'est fait détruire à gauche puis à droite. C'est pas des nouvelles techniques. Puis ce que je montre, c'est que si c'est capable de. Il n'y a aucun LLM, je brûle pas des millions de tokens dans Smoke Meat. Là. Non, tout est déterministe, tout est. Je découvre une vulnérabilité, voici le payload exactement, qui fait, admettons, 50 caractères. Et voilà, ça fonctionne de façon fiable, déterministe, garantie. Puis ensuite, est-ce que c'est difficile à corriger la vulnérabilité? La plupart du temps, c'est une ligne de code à modifier. Dans la majorité des cas, les vulnérabilités dont on parle pas de changement architectural gigantesque. On parle de quelques lignes de changement dans un fichier YAML. Voilà. C'est cool. Merci énormément de ce partage-là. Je trouve ça intéressant que ce soit un peu comme DEFCON style, c'est-à-dire que tu es venu me présenter un tools. Ça se fait plus de temps que ça. Je me rappelle, c'est peut-être une question de nostalgie à une époque où il y avait énormément de Black Hat et DEFCON, des déclarations, mais qui étaient appuyées par des outils qui allaient chercher ça, qui allaient appuyer. Puis là, les chercheurs arrivaient avec du tangible. Et je trouve ça très agréable que tu sois porteur de peut-être cette vieille façon de faire là qu'on avait. Puis bref, je trouve ça très chouette. Puis j'espère que ça va avoir l'effet désiré, justement, de ramener les choses correctement. Là. Oui, merci beaucoup. Merci.